Le concept d'état stationnaire que vous avez vu dans le module précédent est souvent utilisé dans l'analyse de mécanismes réactionnels. Et vous comprenez pourquoi. C'est utile pour transformer les équations faisant intervenir des concentrations d'espèces intermédiaires instables et l'hypothèse d'état stationnaire, comme vous avez vu à travers les exemples du dernier module, nous permettrait de remplacer ces concentrations d'espèces intermédiaires instables par des concentrations d'espèces stables. Alors, donc, on va utiliser, vous allez voir qu'on va utiliser souvent l'hypothèse d'état stationnaire dans l'analyse de mécanismes de réaction. Alors, je veux profiter de l'occasion pour parler un peu des règles généraux sur l'établissement d'un mécanisme de réaction. Tout d'abord, commençons avec la définition d'un mécanisme de réaction. Vous savez tous que c'est une suite, une séquence d'étapes simples, élémentaires ou non. On préfère évidemment que ce soit des étapes élémentaires, mais généralement, même si ce sont des étapes non élémentaires, ce sont quand même des réactions qui se comportent comme des réactions élémentaires, c'est-à-dire dont la loi de vitesse peut être lue à partir de la stéchiométrie de ces réactions-là. Alors la première condition qu'on doit respecter est que cette suite d'étapes simples doit être constituée d'étapes plausibles, pas des choses fantaisistes, c'est ça que ça veut dire, et dont le bilan est la réaction étudiée. Et finalement, et c'est ça qui nous intéresse en particulier, puisqu'on est en train de faire la cinétique, ce mécanisme, au niveau cinétique, doit bien rendre compte de la cinétique observée expérimentalement pour la réaction bilan, qui est une réaction complexe. Il est à noter qu'un mécanisme n'est jamais prouvé. C'est proposé, ce n'est pas démontré, ce n'est pas démontrable à partir de principes premiers comme tel. C'est non prouvé, c'est proposé, c'est postulé, ça peut être vérifié, validé par d'autres expériences, autant d'expériences que l'on veut, et on peut arriver à une certitude plus ou moins grande que le mécanisme est bon. Mais en principe, un mécanisme n'est pas démontré, n'est pas prouvé comme tel, c'est proposé. Et c'est non unique, on peut avoir pour une réaction complexe donnée plusieurs mécanismes qui puissent rendre compte de la cinétique observée et qui sont tous plausibles. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de principes que les gens devraient toujours respecter quand ils proposent un mécanisme. Tout d'abord, normalement, toute étape proposée dans le mécanisme est inversable. C'est-à-dire qu'en principe, toute étape doit être accompagnée de la réaction opposée. Vous allez voir plus tard là que très souvent, dans un mécanisme, on voit certaines réactions qui sont clairement inversables et qui sont accompagnées de la réaction inverse, opposée, mais d'autres réactions est dépourvues d'étapes opposées. En d'autres termes, c'est comme si on a choisi d'écarter ces étapes-là. Ce n'est pas parce que ces étapes opposées n'existent pas, mais tout simplement parce qu'on avait estimé que du point de vue cinétique, par exemple, ces étapes-là sont trop lentes pour apporter une contribution observable à la cinétique étudiée.
Le second principe, c'est le principe d'équilibre détaillé, qui dit que si vous avez un équilibre global, donc vous avez une réaction globale avec réactifs R1, R2, qui donne les produits finaux, P1, P2, etc. Et si vous estimez qu'il y a un équilibre entre réactifs et produits au niveau de la réaction bilan, la réaction globale, donc équilibre global, et que cette réaction bilan est expliquée par un mécanisme qui est constitué de différentes étapes, eh bien, cet équilibre global doit être le résultat d'équilibre au pluriel établi au niveau de chaque étape du mécanisme. Ça, c'est le principe d'équilibre détaillé. Mais c'est surtout les deux derniers principes qui importent pour nous. Le principe de perturbation minimale voulait que les étapes dans un mécanisme doivent occasionner des changements de structure moléculaire minimaux. Donc, doit occasionner le moindre changement de structure dans chaque étape impliquée dans le mécanisme. Et finalement, c'est un peu relié à cette condition-là, cette exigence-là. On voulait aussi que chaque étape, en particulier si on les considère comme étapes élémentaires, donc qui reflètent des collisions moléculaires, eh bien, que ces collisions sont simples, c'est-à-dire que l'on n'a pas des collisions impossibles entre trois molécules et plus deux autres molécules, par exemple, donc des collisions avec un grand nombre de molécules. En fait, on estime que déjà les collisions intermoléculaires sont extrêmement rares. Donc des collisions de plus que trois molécules sont pratiquement impossibles. Donc, les collisions les plus fréquentes sont les collisions bimoléculaires. Donc les réactions qu'on voit le plus souvent comme étape dans les mécanismes proposés sont soit des réactions unimoléculaires ou bien des réactions bimoléculaires. Un mécanisme qui a fait appel à des collisions de plus que deux molécules généralement est considéré comme suspect. Maintenant, j'aimerais retourner aux exemples simples qu'on avait vus au module précédent pour vous introduire à la notion d'étape déterminante dans un mécanisme de réaction. Et cette notion se comprend le mieux sur ces exemples simples qu'on a vus dans le dernier module. Alors, prenons tout d'abord cette séquence de deux réactions unimoléculaires, premier ordre, A qui donne C en passant par B. On a deux étapes du premier ordre, unimoléculaire, constante vitesse K1 et K2, et dans la mesure que K1 est bien inférieur à K2, vous avez vu dans le module précédent, explicitement via des résultats de calcul utilisant les équations de vitesse intégrées pour que la cinétique de cette séquence-là, n'est-ce pas, que la concentration de B varie dans le temps de sorte que cette variation maintient cette concentration de B à une valeur
très faible tout au long de la réaction. Parce que dès que il y a une trace de B qui est formée par la première réaction, elle serait tout de suite consommée par la seconde réaction qui est bien plus rapide dans le sens que la constante de vitesse K2 est bien plus grande que K1. Et c'est suite à cette observation qu'on avait introduit l'idée d'état stationnaire et on avait formulé l'hypothèse d'état stationnaire pour B, hein, de cette façon. Vous vous rappelez bien, n'est-ce pas? Dérivée de la concentration de B par rapport au temps est égale à 0. Et cette dérivée de la concentration de B par rapport au temps est constituée de deux termes. Je ne vais plus répéter ça. K1 fois concentration de A, contribution de la première étape, moins K2 fois concentration de B, qui est la contribution de la seconde étape à cette vitesse de transformation de l'espace intermédiaire B. Alors, cette hypothèse d'état stationnaire pour B implique à ce moment-là que l'on peut mettre en équivalence la concentration de B fois K2 avec la concentration de A fois K1. Et donc on peut remplacer le produit K2 fois concentration de B qui apparaît dans l'équation exprimant la vitesse de transformation, c'est plutôt la vitesse de formation du produit final C, selon ce mécanisme-là, c'est égal à K2 fois concentration de B, eh bien on peut remplacer ce K2 fois concentration de B approximativement par le produit K1 fois la concentration de A, de sorte que la vitesse de formation du produit final C, comme la vitesse de consommation du réactif A, apparaît comme si la réaction va directement de A à C, selon une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à A, et en particulier avec constante de vitesse qui est K1, qui est précisément la constante de vitesse de l'étape lente de cette étape-là. Alors cette étape est appelée étape déterminante, donc par définition, une étape est dite déterminante dans un mécanisme de réaction, c'est elle qui confère à la loi de vitesse apparente, observée, expliquée par le mécanisme, sa constante de vitesse, d'accord, avec toute sa dépendance sur la température selon la loi d'Arrhenius, c'est-à-dire avec son énergie d'activation. Donc, dans le cas de cette réaction-là, et dans les conditions K1 bien inférieur à K2, où l'on peut effectivement faire appel à l'hypothèse d'état stationnaire pour B, la réaction de formation de C à partir de A paraît comme si c'est une réaction directe d'ordre 1 par rapport à A et de constante de vitesse K1. Donc, cette réaction-là, la vitesse de cette réaction va dépendre de la température via la dépendance sur la température de la constante de vitesse K1 exprimée par la loi d'Arrhenius avec l'énergie d'activation de cette étape-là. Voilà. Et cette étape est aussi évidemment appelée étape lente, et généralement l'étape déterminante est identifiable avec l'étape lente. Et ici c'est appelé étape lente dans le sens que vous avez compris, appris déjà dans le module précédente, c'est-à-dire que K1 bien inférieur à K2 implique que le temps de réaction, de demi-réaction plutôt, de l'étape 1 est bien plus long que le temps
de demi-réaction de l'étape 2, c'est-à-dire que ça prend plus de temps pour faire avancer l'étape 1 prise séparément, de moitié à un certain niveau, comparé à la réaction 2. Alors, appliquons un peu cette définition de l'étape déterminante en regardant une autre réaction. On avait vu ça aussi au dernier module, ce mécanisme a 3 réactions, dont les deux premières sont conjuguées l'une à l'autre dans le sens qu'elles sont l'une opposée à l'autre. Donc A donne B avec constante de vitesse K plus 1 est accompagné de la réaction de retour B qui redonne A avec constante de vitesse K moins 1. Mais B peut aussi être poussé vers la gauche ici pour donner du C dans cette réaction-là avec constante de vitesse K2. Alors vous avez vu au dernier module, dans le dernier module, ce que ça donne quand on suppose que l'espèce B est dans un état stationnaire. C'est une espèce intermédiaire, donc on soupçonne que sa concentration va être faible à tout temps, donc ça varie aussi très faiblement, donc on peut considérer que cette variation est pour toute fin pratique nulle. Alors, donc, dérivé de la concentration de B par rapport au temps, c'est égal à tout ceci d'après ce mécanisme. Laissez-moi vous rappeler ça. Donc, K plus 1 fois concentration de A, c'est la contribution à la vitesse de transformation de B de la première réaction que voici, moins K moins 1 fois concentration de B, et la contribution de l'étape opposée à la même vitesse de transformation de B, et finalement, comme B est aussi le réactif de la troisième réaction, le dernier terme représente la contribution de cette réaction à cette vitesse de transformation de B. Alors, l'hypothèse d'état stationnaire voulait que cette vitesse est tellement faible et donc on peut l'égaliser à 0, de sorte que l'on peut identifier la concentration de B avec un K plus 1 fois concentration de A divisé par la somme de ces deux constantes de vitesse K moins 1 plus K2. Alors c'est comme si vous avez cette réaction qui est lente, comparée avec l'effet combiné, c'est pas possible de séparer tout de suite ces deux réactions. Donc, comparé avec l'effet combiné de ces deux réactions-là, en d'autres termes, c'est K plus 1 qui est bien inférieur à K moins 1 plus K2 qui est vraiment la condition pour que l'hypothèse d'état stationnaire pour B soit valide. Et dans ce cas-là, vous avez vu au dernier cours, dans le dernier module de cours, plutôt, je m'excuse, que la dérivée de la concentration de A par rapport au temps t, c'est-à-dire la vitesse de transformation de A, est égale à moins K2 fois K plus 1 divisé par K moins 1 plus K2. Tout ça est une constante fois concentration de A. Donc, ça se comporte comme dans une réaction du premier ordre par rapport à A avec constante de vitesse effective qui est tout ça. De même, la vitesse de formation du produit final est en apparence du premier ordre par rapport à A avec la même constante de vitesse K2 fois K plus 1 divisé par K moins 1 plus K2. Alors maintenant, quelle étape est l'étape déterminante pour cette réaction? Eh bien, vous allez voir que la situation est un peu plus difficile, plus compliquée que dans le cas de cette séquence de deux réactions
consécutive de tantôt, parce qu'il y a deux possibilités. D'abord, soit que au membre de droite de cette inégalité, c'est K2 qui domine, K-1. Donc K-1 est bien plus faible que K2, de sorte que pour toute fin pratique, ça, c'est dû à K plus 1 qui est bien inférieur à K2, c'est-à-dire que le temps de demi-réaction de la première réaction prise séparément est bien plus grand que le temps de réaction, le temps de demi-réaction de la réaction du premier ordre, de constante de vitesse K2 ici. À ce moment-là, c'est cette étape-là de constante de vitesse K plus 1 qui est l'étape lente. Est-ce qu'elle est aussi l'étape déterminante? Eh bien, regardons ce qui se passe au niveau de la loi de vitesse du premier ordre effective que l'on avait vu tout à l'heure et au niveau de la constante de vitesse effective de tantôt là. Alors, avec cette hypothèse additionnelle que K-1 est bien plus faible que K2, donc est négligeable vis-à-vis de K2 au dénominateur, eh bien, le dénominateur est pour toute fin pratique égal à K2, et à ce moment-là, K2 en haut se simplifie avec K2 en bas, et ce qui reste, c'est juste du K plus 1. Pareillement, pour la vitesse de formation du produit financier, qui fait appel, qui est aussi du premier ordre par rapport à A1, et avec la même constante de vitesse effective exprimée complètement en termes de K2, K plus 1, K-1, ici, bien là, et dans cette même limite, quand K-1 est négligeable vis-à-vis de K2, cette constante de vitesse effective se réduit juste à K plus 1. Par conséquent, la cinétique dans ce régime-là va être du premier ordre par rapport à A1 avec une constante de vitesse, avec une énergie d'activation qui est celle de l'étape K plus 1 que voici. Donc, c'est cette étape-là qui est l'étape déterminante dans ce cas-là. Pour la même réaction, on peut avoir une autre situation. Cette fois-ci, au membre de droite de cette inégalité, c'est plutôt K-1 qui domine K2. Tout à l'heure, on avait considéré K2 qui domine K-1. Donc, en d'autres termes, tout à l'heure, c'était cette réaction K2 qui est bien plus rapide que la réaction K-1. Et dans ce cas-là, l'étape déterminante était l'étape K plus 1, avec constante de vitesse K plus 1. L'étape directe de cette paire-là. C'est le cas précédent. Maintenant, avec K-1 qui est bien plus grand que K2 au second membre de cette inégalité, eh bien, c'est K2 qui est négligeable vis-à-vis de K-1. Ça? K2 qui est négligeable vis-à-vis de K-1. Voilà. Et si on ajoute à K-1 K plus 1, ça, si on ajoute ça, évidemment, on n'a qu'une quantité, en ajoutant à K-1 la constante de vitesse K plus 1, comme ça, on aurait une quantité qui est encore plus grande que K-1, donc cette quantité est assurément bien plus grande que K2. Or, K plus 1 plus K-1 est la constante de vitesse effective de relaxation pour que cet équilibre-là, pour que cette paire de réactions inversables et le temps de relaxation, c'est pour ça, de cet équilibre-là, est donné par l'inverse de
cette constante de vitesse effective de relaxation, exactement du premier ordre d'ailleurs. Tandis que l'inverse de K2 est un temps qui est relié au temps de demi-réaction de cette réaction-là. Et vous voyez que ce temps-là est bien plus grand que le temps de relaxation de cet équilibre. Ça veut dire que, dans ces conditions-là, cet équilibre va s'établir très rapidement, puisque ce temps de relaxation, c'est le temps que ça prend pour que cet équilibre s'établisse, et ce temps-là est bien plus court que le temps que ça prend pour que cette réaction procède là, au même degré. D'accord? Et donc, vous devinez que c'est cette étape-là qui est l'étape lente par rapport à la relaxation de cet équilibre-là. Mais est-ce que c'est l'étape déterminante? Eh bien, regardons ça au niveau de la constante de vitesse effective de cette loi de vitesse d'ordre 1 qui découle de l'hypothèse d'état stationnaire pour B de tantôt, hein, tant au niveau de la vitesse de consommation de A qu'au niveau de la vitesse de formation de C. Regardons ça, par exemple, ici. Si vous avez K2 qui est négligeable vis-à-vis de K-1, eh bien, le dénominateur se réduit à K-1. Et donc, la constante de vitesse devient K2 fois K plus 1 divisé par K-1. Ah oui, mais K plus 1 divisé par K-1, c'est en plein la constante d'équilibre de cet équilibre-là. C'est une propriété thermodynamique. Et la propriété qui est cinétique, qui reste, est la constante de vitesse K2, qui elle vient avec une énergie d'activation. Ça dépend de la température à travers la loi d'Arrhenius avec son énergie d'activation, et c'est elle donc qui confère à la vitesse de réaction vitesse de réaction du premier ordre par rapport à sa constante de vitesse avec sa variation avec la température. Donc, c'est vraiment cette étape-là qui est l'étape déterminante, puisque K2, c'est la constante de vitesse de cette étape-là. Alors, en parlant de tout ça, j'ai aussi évoqué le fait que, dans ce cas-là, cet équilibre s'établit très rapidement. Et c'est pour ça que vous voyez apparaître ici cette constante d'équilibre de cet équilibre-là. Alors, ça c'est précisément l'idée, une autre idée de cinétique chimique qui est souvent utilisée aussi dans les mécanismes de réaction, appelée hypothèse de prééquilibre. Alors, dans l'hypothèse de prééquilibre, en prenant le même exemple de ces trois réactions-là, dans cette hypothèse de prééquilibre, on suppose que l'équilibre que voici entre A et B s'établit très rapidement, et rapidement atteint, de sorte que on peut supposer que les concentrations des espèces impliquées dans cet équilibre, au temps t là, même si c'est en un temps t, ces concentrations-là satisfont à la constante d'équilibre, à cette relation-là. C'est-à-dire que le rapport de ces concentrations-là est égal à la constante d'équilibre. Donc, au lieu d'avoir à résoudre une équation qui est l'équation découlant de l'hypothèse d'état stationnaire pour obtenir l'expression de la concentration de B au temps t,
l'hypothèse de prééquilibre vous permettrait de dire que la concentration de B au temps t est simplement proportionnelle à la concentration de A avec constante de proportionnalité qui est exactement égale à la constante d'équilibre de cet équilibre-là. Voilà, et ça c'est l'hypothèse de prééquilibre. Ça permet aussi de remplacer une concentration d'espèces intermédiaires ici B par la concentration d'une espèce stable ici A, mais pas via une équation du type état stationnaire. C'est plutôt via ce genre de relation qui exprime le fait que, à tout temps, ces concentrations sont dans un rapport gouverné par la constante d'équilibre, comme si ça représente un équilibre instantané, tellement rapide, cet équilibre serait atteint que l'on pourrait écrire ça. Et ça, c'est l'hypothèse de prééquilibre. Alors, avec l'exemple de tout à l'heure, précisément sur cette réaction, si je recule d'une diapo, voilà, vous voyez que, n'est-ce pas, que ces relations-là en noir ici, qu'on avait rappelé, ces équations provenaient de l'hypothèse d'état stationnaire pour B. Ça, c'est avec cette hypothèse d'état stationnaire pour B que l'on avait pu écrire ces relations-là. Alors, on a rejoint l'hypothèse de prééquilibre avec l'hypothèse additionnelle que K2 au dénominateur ici est bien plus faible que K-1. C'est-à-dire que cette étape, c'est elle qui est très lente. Elle est lente par rapport à quoi? Elle est lente par rapport au temps que ça prend pour que cet équilibre soit atteint. Donc, elle est lente par rapport à l'établissement de cet équilibre, quoi. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qui était prédit par l'hypothèse d'état stationnaire pour B se réduit exactement à ce qu'on aurait avec l'hypothèse de prééquilibre là. Alors, c'est dit ici à la prochaine diapositive, c'est exactement ça. B dans un état stationnaire donne ça, et donc ce qui fait que la concentration de B, selon l'hypothèse d'état stationnaire, est égale à la concentration de A fois cette constante, K plus 1 divisé par K-1 plus K2. Maintenant, cette constante-là se réduirait à la constante d'équilibre pour cet équilibre-là, qui est K plus 1 sur K-1, si K2 peut être négligé vis-à-vis de K-1, ça. Donc, si K2 peut être négligé vis-à-vis de K-1, on rejoint la même chose que ce qu'on aurait avec l'hypothèse de prééquilibre en partant de cette expression de la concentration de B obtenue avec l'hypothèse d'état stationnaire là. Avec ça, on a pratiquement fini les idées générales pour l'analyse cinétique de mécanismes de réaction, n'est-ce pas, les principes d'établissement de ces mécanismes de réaction, et ensuite les différents outils, hypothèse d'état stationnaire, hypothèse de prééquilibre qu'on pourrait utiliser pour simplifier l'analyse de ce mécanisme. Alors comme exercice, je vous propose de faire dans un premier temps cet exercice que voici sur la réaction de formation de NOCl à partir de NO et Cl2, donc l'équation stéchiométrique se présente comme suit, et à côté j'ai mis la loi de vitesse empirique observée
pour cette réaction-là. C'est le second ordre par rapport à NO et premier ordre par rapport à CN2. Au vu de ça, vous pourrez probablement penser que, tiens, c'est peut-être élémentaire, puisque l'ordre de la réaction par rapport à NO, c'est en plein le coefficient stéchiométrique de NO que voici, et l'ordre partiel par rapport à Cl2, c'est aussi égal au coefficient stéchiométrique de Cl2 là. Mais si c'était élémentaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la réaction se procède directement comme ça. Eh bien, ça représenterait une collision extrêmement rare, puisque c'est une collision thermomoléculaire. Et on privilégie des collisions bimoléculaires aux collisions thermomoléculaires ou impliquant un plus grand nombre de molécules, quoi. C'est pour cette raison que les gens ont proposé le mécanisme suivant. Et vous allez vérifier que toutes les étapes dans ce mécanisme sont soit d'ordre 1 ou bien d'ordre 2, unimoléculaire ou bimoléculaire. Alors, dans un premier temps, on aurait une collision entre une molécule de NO et une molécule de Cl2 pour former cette espèce intermédiaire, NoCl2, genre de complexe, n'est-ce pas, avec constante de vitesse K plus 1, et ça c'est une collision bimoléculaire, tout à fait plausible. Et le retour, c'est une réaction, une dissociation, une décomposition unimoléculaire de cette espèce instable, NoCl2, pour redonner NO et Cl2 avec constante vitesse K-1. Et cette espèce, elle peut aussi faire ceci, elle peut aussi entrer en collision avec une molécule de NO, et au cours d'une telle collision, vous aurez échange d'un Cl de ce complexe NoCl2, ce NO, pour donner finalement deux molécules de NoCl. Donc, ça paraît bien plus plausible comme mécanisme. Et le problème, l'énoncé du problème, ce qui est proposé ici, c'est d'abord de vérifier le bilan stéchiométrique de cette réaction et ensuite de voir ce que donne ce mécanisme si on emploie l'hypothèse d'état stationnaire pour NoCl2 ou bien l'hypothèse de prééquilibre pour cet équilibre-là. Donc on a l'occasion de voir les deux à la fois avec cet exemple-là, cet exercice. Bilan stéchiométrique tout d'abord. Alors ça se vérifie rapidement. NO plus CN2 donne NoCN2 qui apparaît là du côté droit, et là vous avez NO plus NoCN2 côté gauche, ça se simplifie, donne 2 NoCl. Donc on lit les choses dans cette direction-là. Eh bien, ça donne en plein l'équation bilan, l'équation étudiée comme bilan, c'est-à-dire 2NO plus CN2 donne 2NoCl. Voilà, alors c'est comme ça qu'on établit un bilan d'une réaction, d'un mécanisme là. Maintenant, analyse de ce mécanisme au niveau cinétique. Appliquons l'hypothèse d'état stationnaire pour NoCl2. NoCl2 est impliqué dans 3 réactions. C'est le produit de la première réaction, c'est le réactif de la seconde réaction, qui est la réaction opposée à la première, et c'est aussi un produit dans la troisième réaction là, qui est une collision entre NO et NoCl2. Voilà, pour donner 2 NoCl. Voilà. Alors, en tenant compte de tous les 3 étapes, on aurait, pour la vitesse de transformation du NoCl2, ceci, premièrement, vous avez la contribution de l'étape directe dans cette paire de réactions inversables
qui s'écrirait, puisque NOCl2 est un produit, donc la contribution de cette étape ce serait positive, et ça s'écrirait K plus 1 fois concentration de NO fois concentration de Cl2, puisque ces réactions sont supposées, cette réaction est supposée élémentaire, n'est-ce pas? Donc, premier ordre par rapport à NO, premier ordre par rapport à Cl2. La réaction de décomposition de NOCl2 est aussi une réaction élémentaire et ça contribuerait à la vitesse de transformation de NOCl2, un terme négatif parce que c'est un réactif NOCl2 dans cette réaction opposée et donc ça verra sa concentration diminuer dans le temps, avec une vitesse qui est égale à moins K-1 fois concentration de NOCl2. Et ensuite, la contribution de la troisième réaction est aussi une contribution négative parce que NOCl2 est un réactif dans cette réaction-là. Et sa vitesse de consommation dans cette réaction-là est égale à 1 moins la vitesse de réaction de cette réaction-là qui serait donnée par la loi de vitesse K2 fois concentration de NO fois concentration de NOCl2. Voilà, c'est écrit ici, moins K2 fois concentration de NO fois concentration de NOCl2. Alors vous voyez que les deux termes, ce terme central ici et le dernier terme dans cette équation, font intervenir la concentration de NOCl2, qui est une espèce intermédiaire, probablement difficile à détecter, à mesurer, n'est-ce pas? Et maintenant, si on admet que cette espèce existe en quantité très faible, de sorte qu'on peut appliquer l'hypothèse des stationnaires à L, eh bien, cette vitesse, c'est-à-dire tout ça, serait approximativement nulle. Et de là, vous pouvez isoler la concentration de NOCl2 et l'exprimer complètement en termes de concentration d'espèces stables que sont NO et Cl2. Voilà. Alors, donc, ils ont ça, donc on factorise la concentration de NOCl2, et puis, on amène de l'autre côté, on réarrange pour obtenir concentration de NOCl2 approximativement égale à produit des deux concentrations de NOCl2 fois constante vitesse K plus 1, voilà, divisé par K-1 plus K2 fois concentration de NO, qui est le facteur de NOCl2 dans ces deux termes combinés. Alors, avec ça, on peut ensuite procéder. Voilà, c'est rappelé ici, le résultat d'application de l'hypothèse d'état stationnaire pour NOCl2. Et on peut l'utiliser maintenant pour transformer, pour écrire l'équation de vitesse de la réaction, exprimée ici comme vitesse de formation, en termes de la vitesse de formation du produit final, qui vient avec une constante stéchiométrique, un coefficient stéchiométrique de 2 ici. Donc la vitesse de cette réaction, par définition, est égale à 1,5 fois dérivée de la concentration de NOCl par rapport au temps. Et selon ce mécanisme-là, cette dérivée de la concentration de NOCl par rapport au temps, la vitesse de transformation de NOCl, selon ce mécanisme, comporterait un seul terme, qui est la contribution de juste cette dernière étape, puisque cette espèce-là n'apparaît qu'à un seul endroit, ici, comme produit de cette étape-là, de cette réaction.
Donc, cette contribution de cette étape à la vitesse de transformation de NOCl, c'est évidemment 2 fois K2 fois concentration de NO fois concentration de NOCl2 divisé par 2, ça fait K2 fois concentration de NO fois concentration de NOCl2. Et vous voyez là qu'il y a la concentration de NOCl2 qui apparaît là et qui nous dérange, et mais on a vu tout à l'heure qu'on peut exprimer cette concentration de NOCl2 complètement en termes de concentration d'espèces stables NO et Cl2. C'est fait ici, et on trouve donc la loi de vitesse de la réaction, dans ce cas-là, est une loi de vitesse complexe, compliquée, avec ceci au dénominateur. Ça ne nous permettrait pas même de parler d'ordre de réaction là. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est ça que l'on obtient avec l'hypothèse d'état stationnaire. On rejoindrait la loi de vitesse observée seulement si on peut négliger K2 fois concentration de NO vis-à-vis de K-1. C'est ça? Alors, ça revient à dire que ça revient à dire que l'équilibre ici s'établit bien plus rapidement que cette réaction-là. Cette réaction est bien plus lente par rapport à l'établissement de cet équilibre-là, quoi. Voilà. En d'autres termes, ça revient à utiliser l'hypothèse de prééquilibre. Là. Alors, effectivement, avec l'hypothèse de prééquilibre, l'hypothèse de prééquilibre est appliquée à quoi? Évidemment, est appliquée à l'équilibre, le seul équilibre qu'on a ici. Il y a des mécanismes de réaction qui font appel à 2 ou 3 équilibres, mais ici, il n'y a que cet équilibre-là. C'est ça? OK? Alors, donc, hypothèse de prééquilibre appliquée à cet équilibre écrit explicitement avec les 2 étapes directes que vous posez. Mais cette hypothèse nous permettrait de dire que la concentration de NOCl2 divisée par le produit des 2 concentrations de NO et de Cl2 serait égal à K plus ce K- qui est la constante d'équilibre de cet équilibre-là. Donc, concentration de l'intermédiaire NOCl2 serait égale à la constante d'équilibre fois le produit des 2 concentrations NO et Cl2. Voilà, comme ça. Et en substituant ça, encore une fois, dans l'équation de vitesse pour la vitesse de formation de NOCl divisé par 2, ici, on obtiendrait ça, qui est exactement de la forme observée, loi de vitesse apparente du second ordre par rapport à NO, premier ordre par rapport à Cn2 avec constante de vitesse qui est K2 fois K plus ce K-, K plus 1 sur K-1, qui n'est rien d'autre que la constante d'équilibre de cet équilibre-là, une propriété thermodynamique. Donc c'est K2 dans ce cas-là qui confère la vitesse de réaction observée, sa constante de vitesse avec toutes ses propriétés au niveau de sa variation avec la température. Donc c'est l'étape que voici qui serait l'étape déterminante selon cette hypothèse-là. Donc, la question est demandée ici, quelle est l'étape déterminante dans l'hypothèse de prééquilibre? J'ai répondu déjà, c'est celle-ci. Je vous ai déjà expliqué ça, donc peut-être qu'on peut laisser tomber cette question pour aller à la prochaine. Donc, deuxième exercice, décomposition de N2O5, 2N2O5 qui donne 4NO2 plus O2.
la vitesse de réaction observée en est une du premier ordre par rapport à N2O5 qui vient avec un coefficient stéchiométrique de 2, donc c'est clair que cette réaction n'est pas élémentaire, c'est une réaction complexe. Et il y a un mécanisme très connu qui a été proposé et ça s'appelle le mécanisme de Hogg. Ça vient en 4 étapes. Les 2 premières étapes constituent un équilibre, donc N2O5 qui se décompose de façon unimoléculaire en une molécule de NO2 et une de NO3, et ces 2 molécules peuvent se recombiner, bien entendu, pour redonner N2O5, mais elles peuvent aussi collisionner ensemble pour donner du NO, donc pour extraire de cette molécule de NO2, un O2, une molécule O2, avec la partie restante qui est une molécule de NO. Voilà. Et ensuite, cette molécule de NO qui est instable peut à son tour entrer en collision avec une molécule de N2O5 pour donner 3 NO2. Voilà. Alors, dans ce mécanisme-là, les étapes, les espèces, je m'excuse, les espèces instables intermédiaires sont NO3 et NO. NO2 est un produit, là, regardez, le produit final. On peut tout de suite vérifier le bilan stéchiométrique de ça. Je ne sais pas si c'est fait à la prochaine. Oui, c'est fait ici, donc laissez-moi retourner à la diapositive précédente. Bon bilan, hein, vérifier. NO3 simplifie avec ce NO3, la NO2 et NO2 apparaît de part et d'autre de cette équation. Au fond, dans cette réaction, NO2 est comme un spectateur, n'est même pas utilisé. En fait, c'est une réaction de décomposition de NO3 en NO, de dissociation de NO3 en NO plus O2 avec une activation qui est induite par la collision avec cette molécule de NO2 sans que cette molécule de NO2 soit consommée ou bien transformée du tout là. Voilà. Donc, ça se simplifie. NO3 se simplifie. La NO simplifie avec les. Et donc, vous obtenez N2O5 une fois plus une autre fois, ça fait 2 N2O5 donne un NO2 ici, 3 NO2 là, ça fait 4 NO2 avec libération d'une molécule de O2 qui est là, donc ça fait un O2 là. Donc, on a le bon bilan, effectivement. Maintenant, au niveau cinétique, est-ce que ça donne la bonne loi de vitesse? Eh bien, on va commencer à regarder ça bientôt, mais dans un premier temps, ici j'ai rappelé tout le mécanisme, parce que c'est assez compliqué comme mécanisme quand même pour pouvoir retenir ça par cœur. Alors, mais tout d'abord, commençons à écrire ceci. On va considérer la vitesse de consommation du réactif N2O5 de la réaction bilan, qui est cette réaction-là, n'est-ce pas? Ça, c'est un réactif. Et la vitesse de réaction bilan est égale à moins 1,5 fois la dérivée de cette concentration de N2O5 par rapport au temps. Ici, je veux me concentrer sur cette dérivée elle-même, pour pouvoir utiliser le mécanisme et compléter l'écriture de cette dérivée-là. Donc, il suffit de dire que cette dérivée-là, c'est rien d'autre que moins 2 fois la vitesse de la réaction étudiée. Et selon ce mécanisme-là, cette dérivée comporte les termes suivants. N2O5 est impliqué dans la première réaction ici, dans la réaction opposée,
Et il y a une autre réaction où on va apparaître du N2O5. C'est la réaction, la dernière réaction ici, la réaction 4. D'accord? Où N2O5 est un réactif là. Alors donc, on va avoir en tout 3 termes. Premier terme, c'est la contribution de l'étape directe de cet équilibre. Donc ça s'écrit moins K plus 1 fois N2O5, moins parce que N2O5 est du côté réactif, plus K moins 1 fois concentration de NO2 fois NO, concentration de NO3, plus parce que pour quand la réaction opposée, N2O5 est un produit, et la vitesse de cette réaction opposée, c'est précisément K-1 fois concentration de NO2 fois concentration de NO3. Finalement, moins, on a un dernier terme qui s'écrit moins K3. K3, c'est la constante de vitesse de cette réaction-là, fois concentration de NO fois concentration de N2O5. Alors, ça, K3 fois concentration de NO fois concentration de N2O5, c'est la loi de vitesse de cette réaction élémentaire. C'est ça? Alors, cette vitesse-là, cette réaction élémentaire, c'est égal à moins la dérivée de la concentration de N2O5 par rapport au temps, si cette réaction agit seule. Hein? Alors ici, donc, sa contribution dans la vitesse de transformation de N2O5 serait donc négative, est égal à moins K3 fois concentration de NO fois concentration de N2O5. Donc tout ça, ce qu'on a écrit ici, c'est l'expression de cette dérivée-là, selon le mécanisme. Tandis que la partie ici, entourée par ce contour en magenta, c'est la définition de la vitesse de réaction bilan, ça. Alors, maintenant, pour arriver à la loi de vitesse finale, il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de concentration des intermédiaires qui apparaissaient dans cette expression-là. Il y a la concentration de NO3 ici, il y a la concentration de NO là. Ici, c'est la concentration de N2O5, ça ne nous dérange pas, ni la concentration de NO2, n'est-ce pas? Mais la concentration de NO3 ou bien la concentration de NO sont celles des espèces intermédiaires qu'on aimerait bien transformer ou bien relier aux concentrations d'espèces stables. Et pour ce faire, on va faire appel à l'hypothèse d'état stationnaire pour chacun de ces intermédiaires-là. Pour NO3 d'abord, on doit écrire l'équation de vitesse, donc la vitesse de transformation de NO3 selon le mécanisme là. NO3 apparaît comme produit de cette première réaction, comme réactif de la deuxième réaction. Ça apparaît comme réactif dans cette troisième réaction là. Donc il va y avoir 3 termes. Le premier terme ici, c'est la contribution de la réaction directe à la formation de NO3. Ça. Le deuxième terme ici, c'est la contribution de l'étape opposée qui tente à faire diminuer la concentration de NO3. Voilà. Et finalement, le dernier terme, c'est la contribution de cette réaction de constante vitesse K2, d'accord, qui est du premier ordre en NO2 et premier ordre en NO3. Voilà. Et qui a tendance de faire diminuer la concentration de NO3, donc sa contribution est négative. Et à partir de là,
on peut factoriser, on peut isoler la concentration de NO3 en la factorisant de ces deux termes-là, et ensuite en réarrangeant cette équation pour obtenir ceci. En fait, vous voyez que non, dans ces deux termes, NO3 est accompagné de la concentration de NO2 dans les deux termes. Donc ça fait que on obtient concentration de NO2 fois concentration de NO3 est égal à K plus 1 fois concentration de N2O5, voilà, divisé par K-1 plus K2, K-1 plus K2 ici. Alors, ça, là, ce terme, c'est en plein un des termes qui apparaissent ici. C'est ce terme-là. Là maintenant, avec ça, on a réussi d'exprimer complètement ce terme, de remplacer ce terme par quelque chose qui ne dépend que de la concentration de N2O5. C'est proportionnel à la concentration de N2O5, comme le premier terme ici. Donc ça nous arrange bien. L'hypothèse des stationnaires pour NO, maintenant, s'écrit comme ceci. Alors, pour comprendre ça, il faut identifier où est-ce que NO apparaît. Eh bien, NO n'apparaît pas dans cette paire d'équations de réaction. Elle apparaît ici, comme produit dans cette réaction-là, hein, de la décomposition de NO3 suite à une collision avec une molécule de NO2 qui reste là, d'accord, voilà. Et puis NO est impliqué comme réactif à la dernière réaction. Donc il va y avoir de contribution à la vitesse de transformation de NO. Ça, c'est la contribution de cette réaction-là, de constante vitesse K2, qui produit NO avec une vitesse égale à K2 fois concentration de NO2 fois concentration de NO3. Et l'autre terme qui est négatif représente la vitesse de consommation de NO dans cette réaction-là. Hein? Et cette vitesse s'écrit moins K3 fois concentration de NO fois concentration de N2O5. Alors, ici, ce qui est intéressant et qu'on voit apparaître ici, le produit NO2 fois concentration de NO3 qui est ça, qu'on avait pu remplacer, mettre en équivalence avec la concentration de N2O5 fois une constante. Donc ça, c'est déjà transformé là. Ça. Et maintenant, donc, on voit que ceci dit que K3 fois concentration de NO fois concentration de N2O5, qui est en plein le dernier terme ici, là, est égal à ceci, qui est en équivalence avec la concentration de N2O5. Et c'est fait ici. K3 fois concentration de NO fois concentration de N2O5 est égal à K2 fois concentration de NO2 fois concentration de NO3, qui, ce produit-là est égal à K plus 1 fois concentration de N2O5 divisé par K moins 1 plus K2. Donc, multiplié avec K2 ici, ça donne ceci. Voilà. Maintenant, on est prêt de retourner à cette équation de vitesse et remplacer ceci là par ça fois K-1. Ça, moins K3 fois concentration de NO fois concentration de N2O5, c'est moins ça. Donc, on peut mettre ça dedans. Et on voit que les trois termes, après ces substitutions, dépendent de la concentration de N2O5, contiennent la concentration de N2O5 à la première puissance. Et donc on peut factoriser cette concentration de N2O5 complètement. Et puis ensuite travailler sur le reste, cette accolade qui est juste un paquet de constantes, en mettant en commun des dénominateurs
tout ceci, et en travaillant comme il faut, j'ai pu obtenir que tout ça est égal à moins 2 fois k plus 1 fois k2 fois divisé par k moins 1 plus k2. Voilà. Et donc, la vitesse de réaction s'écrit comment? Il y a un facteur moins 2 ici devant la vitesse de réaction. Il y a un moins 2 ici aussi. On peut simplifier ça. Et on trouve finalement que la vitesse de réaction selon ce mécanisme-là serait du premier ordre par rapport à n2 au 5 avec constante de vitesse apparente qui est ceci. K-1 fois K2 divisé par K plus 1 fois K2 divisé par K-1 plus K2. Voilà. Et donc cette loi de vitesse est effectivement de la forme observée, n'est-ce pas? Loi de vitesse du premier ordre par rapport à n2 au 5 avec constante de vitesse apparente égale à ça, et ça correspond donc à la constante de vitesse observée. Vous pouvez voir aussi qu'il peut y avoir deux limites ici. Par exemple, si K2 est bien plus faible que K-1, ça revient à supposer qu'on a un prééquilibre pour ça, n'est-ce pas? Parce que tout ça, la constante de vitesse observée apparente se réduirait à K plus 1 divisé par K moins 1, qui est la constante d'équilibre de ça, fois K2. Et donc, dans ce cas-là, l'étape déterminante serait cette étape-là.